bonjour à tous, on va faire une démonstration aujourd'hui qui est consacrée à la fabrication des paquetages pour équiper nos véhicules. Alors aujourd'hui on va plutôt travailler sur du 35e, je vais montrer différentes techniques pour facilement réaliser ce type d'accessoires avec différents produits. Alors, on va commencer par la présentation des produits, puis après on va faire une présentation des différents outils qui sont nécessaires, utiles, pas forcément indispensables. En fait, on pourra voir qu'on peut se satisfaire de très peu pour arriver à des résultats qui sont somme toute corrects. Donc les différents produits les plus génériques, on va commencer par le Tamiya Putty, Epoxy Putty, plus précisément QuickType, qui est en fait celui qui est certainement le plus facile à trouver dans le magasin de maquettes, puisque Tamiya est hyper diffusé chez nous. On doit pouvoir, si on ne le trouve pas directement au magasin, au moins le commander, donc assez facilement chez vos revendeurs. Donc qui est certainement celui qui est l'un des plus simples à travailler, qui a un niveau de détail assez surprenant en fait, même s'il existe un autre Epoxy Putty chez Tamiya qui est soi-disant encore plus fin, mais celui-ci, moi, je l'utilise depuis des années, je trouve très très bien. L'autre produit, en fait, qui est assez facilement trouvable dans le commerce, c'est le Milliput, qui est un produit qui existe depuis plusieurs dizaines d'années et qui est certainement le plus ancien. Donc, qui est également un mastic époxy, donc il existe en plusieurs couleurs. Ici j'ai du blanc, mais il existe aussi en noir, en terracotta, donc c'est-à-dire rouge brique, et je crois qu'il y a encore une autre couleur que je ne connais pas. J'utilise principalement le blanc et le noir, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Il existe aussi le fameux Green Stuff, donc qui est ou plus largement appelé Duro en fait, qui est un autre mastic époxy. Donc, qui est largement connu des maquettistes parce qu'on voit souvent dans les réalisations. Ensuite, il existe d'autres mastiques encore que j'utilise également, qui est le Magic Sculpt, que les figurinistes utilisent beaucoup. Donc on voit que c'est en deux parties, en fait, comme les autres. En fait, je vais expliquer, mais c'est systématiquement des mastiques qui sont bicomposants, donc avec deux parties à mélanger pour obtenir la pâte finale. Et un autre produit en fait que je commence à travailler qui est l'AB Putty en fait, donc voilà. Donc la plupart de ces produits, s'ils ne sont pas trouvables directement chez vos revendeurs, on peut les trouver maintenant facilement et les commander sur internet sans trop de problèmes. Il suffit de taper les noms dans le moteur de recherche et on tombe facilement sur des boutiques internet qui leur vendent. Donc ces mastiques, comme je le disais, se présentent sous la forme de pâte à mélanger. Donc en général c'est une partie A, une partie B. Donc chez Tamiya c'est voilà, une bande blanche, une bande jaune. Chez le Green Stuff, donc le Duro, c'est la même chose. Simplement ça se présente en rouleau. Donc c'est déjà pratiquement c'est plus facile à assembler puisqu'en fait il y a juste à mélanger, enlever le film plastique et à mélanger la partie qu'on veut. Donc, la quantité qu'on veut, pardon. Donc voilà. Donc, on va mélanger deux parties à part égale. Alors, le packaging est toujours un petit peu compliqué à ouvrir parce que ça colle aux surfaces, sur le paquet. Comme ça. Donc on voit qu'à l'intérieur du sachet, le mastic est lui-même pris entre deux feuilles de plastique, parce qu'en fait c'est très collant, très adhésif. Donc voilà. Donc ma méthode pour faire des parts égales, c'est simplement en fait de couper un premier morceau. Ça passe bien à l'écran. Donc une partie de l'un ou de l'autre, peu importe. Là. Et ce que je fais, c'est que je le reporte
sur la deuxième partie. Comme ça, on a deux parts égales à peu près, donc je ne sais pas pour la caméra. Comme ça. Voilà. Donc normalement c'est à part égale, mais bon, on n'est pas à 1 ou 2% près, ça ne pose pas trop de problème sur le produit final de toute façon. Donc une fois que vous avez coupé vos deux parties, vous les mélangez jusqu'à ce que la couleur soit redevenue homogène. Donc bon, là il n'y a pas de technique pour mélanger, hein, il suffit de pétrir, on va dire. Donc là, ça se pétrit assez facilement, c'est assez souple en fait. Ça colle un petit peu au doigt, mais en général, vous allez voir avec les autres mastiques que c'est le produit qui est certainement, avec le Duro, l'un des plus faciles à préparer en fait, parce que justement, il laisse moins de traces sur les doigts. Il n'y a pas besoin de le mouiller, c'est pas à base d'eau. Donc après on va voir qu'on peut utiliser l'eau pour éviter qu'il colle sur... Comment ? Oui, tu peux utiliser de l'eau aussi. Alors je vais en parler aussi tout à l'heure quand on fera justement... parce qu'il y a des produits qui détestent l'eau, enfin qui détestent l'eau, disons que l'eau les dissout. Donc sur effectivement le Tamiya et le Green Stuff, on verra tout à l'heure qu'avec de l'eau, ça évite que notamment sur le plan de travail, ça adhère. J'ai une autre méthode pour vous montrer que ça n'adhère pas, en fait, qui est encore plus simple que l'eau. Donc voilà, donc quand on a une pâte homogène, on a... Hop, on va faire une boule. Donc voilà, on a donc la pâte finie qu'on peut travailler. Donc à partir de cette pâte-là qui est molle, vous allez pouvoir travailler pendant 1 heure, 1 heure et demie sans problème la surface. Alors là on voit que ça laisse des traces, les empreintes des doigts. Je ne sais pas si on voit à l'écran. Donc voilà, mais ça peut se lisser après sans problème, il n'y a pas de souci. Le Duro et les empreintes sur le Duro sont un peu plus compliquées parce que c'est pas tout à fait la même matière, mais on peut le lisser aussi. Donc voilà, je vais préparer différentes pâtes de façon à ce que vous voyez un peu la différence. Donc là c'était le Tamiya, donc c'est pour moi celui qui est le plus simple à travailler, notamment quand on débute. Je pense que c'est par celui-là qu'il faut commencer plutôt que d'essayer du Duro notamment, qui est un peu plus complexe. Donc, je vais placer ça. Le millipute se présente un peu de la même façon. Bon, les quantités sont un peu plus importantes. J'ai pas calculé le rapport qualité-prix entre les différents, hein, donc après ça sera à voir en fonction de vos bourses et tout ça. Mais je pense que même si le Tamiya est peut-être un petit peu plus cher que le millipute, c'est quand même plus intéressant à travailler quand on débute. Alors le millipute, donc c'est pareil, hein, c'est bicomposant, il y a toujours un sachet d'une couleur différente de l'autre de façon à bien les séparer, bien les différencier, pardon. Et là aussi c'est 50-50, hein, donc à part égale. Donc là de la même façon, je vais préparer deux parties. Alors ce que je fais, pourquoi j'ai du noir en fait, pourquoi j'ai du millipute noir, c'est simplement parce qu'une fois la pâte terminée, si vous utilisez le millipute blanc, vous allez avoir une pâte uniquement blanche, qui n'est pas forcément facile à travailler en fait. On voit mal les reliefs sur le blanc pur. Donc moi j'ai toujours du noir avec moi, de façon à rajouter, le principe est le même, hein, c'est toujours 2 sachets, de façon à mélanger un peu de noir avec le blanc afin d'obtenir une pâte qui sera grise et donc à partir de laquelle sur laquelle on verra mieux les détails. Donc là aussi, on va prendre des petites parts. Donc on voit qu'il jaunit au bout d'un moment, hein. Celui-là il est ouvert depuis pas mal de mois, mais bon, au fur et à mesure du temps, la surface extérieure va durcir, mais ça pose pas de problème. Après, une fois qu'il est mélangé, ça disparaît complètement et il n'y a pas de souci. Donc il faut quand même essayer de le refermer assez hermétiquement, enfin le plus hermétiquement possible. C'est une barre. Quand c'est ouvert, tu peux le garder combien de temps? Ouvert comme ça, tu veux dire le sachet ouvert? Une fois que tu as ouvert le sachet. Une fois que tu as acheté? Ouais. Moi, des années, ouais. Il
franchement, c'est ce que je te disais, là tu as une petite croûte qui se crée sur la partie du... Et encore même pas, moi je l'enlève pas, tu vois. Je n'enlève pas la croûte, c'est pas nécessaire, même si... Alors... Donc toujours à part égale, une façon aussi pour les parts, en fait, pour être sûr d'avoir à peu près 50-50, c'est de faire des petites boules, de les poser à côté, de voir que par exemple là, ici, la noire est un peu plus fine, qu'on peut rajouter un petit bout, enfin c'est vraiment... Hein, ah, chez Milliput, il y a la grise déjà qui... Il y a la grise, ah ben, voilà, il y a la grise et la jaune. C'est que le blanc, il a un grain beaucoup plus fin et une densité plus importante. Le gris un peu moins et le jaune, il est un peu plus grossier, mais beaucoup de figuristes utilisent le jaune parce que c'est le moins cher de tous. Mais tu as du jaune, du gris, du blanc, il y a même du terracotta aussi. Oui, ouais, effectivement. Mais c'est vrai que voilà, bon, je ne savais pas qu'il y avait du gris directement, donc c'est peut-être plus simple d'acheter directement du gris plutôt que de mélanger du noir et du blanc. Sauf si on veut vraiment une finesse, mais bon, a priori, moi, j'utilise aussi le terracotta qui est censé être moins fin que le blanc, mais qui me paraît très bien. Donc là, on a nos 4 boules à peu près, on va rajouter un petit peu de blanc. Hop. Et en fait, on va mélanger de la même façon que tout à l'heure les 4 petites boules. Hop. Alors là, on va voir que c'est tout de suite beaucoup plus salissant au niveau des doigts. Je vais ranger ça. Hop. Donc là pareil, on malaxe jusqu'à ce qu'on ait une teinte uniforme. Alors, voilà, on a une couleur qui est à peu près uniforme. Je fais une petite boule. Hop. Donc voilà. Au final, on obtient donc une pâte homogène. On voit qu'au niveau des doigts, par contre, c'est beaucoup plus salissant. Donc, bon voilà, c'est un des inconvénients, mais bon, c'est pas non plus très gênant. Il suffit de rincer les doigts à l'eau et ça part une fois quand la pâte est encore n'est pas encore durcie, en fait, ça part très bien à l'eau. Sinon, une fois que c'est sec, de toute façon, ça part en grattant sur les doigts, il n'y a pas de souci. La pâte, là, on peut la travailler pendant beaucoup plus longtemps que le Tamiya, à peu près 2h30 facilement. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est les deux produits principaux. Je ne vais pas faire de mélange pardon, sur les autres pâtes, tout simplement parce que le principe est le même, hein, c'est une pâte donc on mélange à 50-50. L'avantage du Green Stuff, là, du Duro, c'est que comme la bande, je vais le montrer tout de suite, comme c'est sur une forme de rouleau, en fait il n'y a pas besoin de découper un petit morceau dans chaque partie, dans chaque tube ou dans chaque plaque de mastic, il suffit de découper au ciseau ou au cutter une partie et de la mélanger. Voilà. Alors par contre, moi je me suis aperçu quand même, c'est que la partie qui est en contact génère des fois des duretés, c'est-à-dire qu'en fait il y a déjà eu un mélange qui s'est fait à ce niveau-là. Donc moi ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai coupé ma bande de Duro, j'enlève un demi-millimètre ou 1 millimètre en fait au centre, de façon à éliminer la bande qui est en contact. Parce que je me suis aperçu que dans certaines réalisations que j'ai pu faire, qu'en fait il y avait des petits morceaux qui étaient déjà durs, qui avaient déjà durci, et qui étaient certainement dus au fait que les deux parties de mastic sont en contact. Donc voilà pour le Duro Green Stuff. Et ensuite, donc le Magic Sculpt, bah, c'est la même chose, hein, c'est deux pâtes qui sont dans des sachets. Bon, celui-là je ne l'ai pas entamé, j'en ai encore à la maison en cours. Mais c'est exactement le même principe, donc là c'est 50-50, donc faire des petites boules de taille identique pour pouvoir les mélanger. Et
A plus B Color Putty. Il existe pareil en plein de couleurs différentes. Hein. Il y a du vert, du bleu, du rouge, vraiment beaucoup de couleurs. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait on a deux parties qui sont dans des sachets différents et qu'on mélange à part égale. Donc le principe étant le même. Comme on n'a qu'une heure, on va faire au plus vite. Donc voilà, donc après, à partir de ces pâtes-là, on va pouvoir faire vraiment toutes sortes d'accessoires, bâches, capotes. On peut faire des sacs de sable, des sacs de paquetage en fait, à différentes échelles. Donc je vais vous faire passer en fait des produits que j'avais réalisés là récemment. Donc en fait, il s'agit en haut de 35e et en bas de 48e, pour montrer qu'en fait on peut travailler aussi finement les différentes échelles, donc et donner, faire des accessoires assez fins en fait avec ces produits. Bon là en l'occurrence il s'agit du Tamiya, parce qu'il me semble que c'est celui qui va être le plus facile pour ceux qui débutent en fait pour le travailler. Donc voilà, je vais faire passer. Donc, je vais rincer un peu les doigts. Il suffit de rincer le doigt à l'eau. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour la démonstration, mais voilà, montrer que ça s'en va assez facilement. Hop là. Parfait. Ensuite, on va parler des outils, en fait. Donc, il existe de nombreux outils pour faire de la sculpture de paquetage et de sacs en fait, pour les véhicules. Donc, le premier des outils, donc, vous avez vu, c'est donc la lame X-Acto ou la lame de cutter, tout simplement pour découper les parties de mastic à mélanger. Donc, ça, c'est le premier des outils. Après, l'outil de base. Pour ceux qui débutent, vous n'avez pas besoin d'autre chose que d'un cure-dent finalement. Je vais vous montrer comment on peut faire un paquetage avec juste un cure-dent. Ensuite, il existe d'autres outils. Un outil de grand-mère qui est en fait une aiguille, pas tricotée, mais pour faire du crochet, merci. Donc pour faire du crochet, donc il y a une pointe arrondie, alors il existe différents calibres, donc là aussi ça se trouve en mercerie assez facilement. On peut utiliser éventuellement pour les détails très fins des aiguilles de couture, hein, tout simplement. Et ensuite il y a toute la gamme des outils en fait, de modelage en fait, pour maquettisme. Donc là il y en a une certaine quantité que j'utilise assez fréquemment, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Donc il y en a qui ont une pointe conique comme celui-ci. Donc voilà, il y en a qui sont simplement donc cylindriques mais courbés. Donc avec des courbes plus ou moins prononcées. Après on a un de ceux que j'utilisais hier pour graver les poutres de maison à colombage, mais qui est en fait un outil assez utile aussi, donc qui est aplati mais qui est un peu pointu. Bref, donc on a différents outils, ça sera après à vous de voir en fonction de vos habitudes. Donc ça c'est une partie des outils que j'utilise. Et ensuite, j'ai découvert ça il y a 2 ans à peu près, c'est les fameux pinceaux en silicone. Donc il existe différentes tailles et différentes couleurs. Alors il existe noir, blanc et gris. Et en fait, le noir étant la gomme de silicone qui est le plus rigide, et puis on va descendre vers le blanc, et plus la gomme sera souple. Donc après, ça c'est une question d'habitude, en fonction du produit que vous travaillez, de votre habitude, de votre pression sur le mastic, qui va faire que vous allez préférer tel ou tel outil. Moi j'utilise n'importe lequel sans véritablement de préférence. Voilà, donc, je dirais peut-être celui qui me sert le plus, mais c'est une question de taille en fait, et voilà, on parlait de ça tout à l'heure en rigolant, mais le médium en fait, donc ça doit être une taille 2. Donc la taille 2 en fait est pour moi celle qui est la plus pratique. Donc voilà, après on a de la taille 0 je crois, voilà, et ça doit être la taille
ce n'est pas marqué dessus. Si, c'est de la taille 6, mais je crois qu'il doit y avoir un intermédiaire. Voilà. Ouais. Donc ça se trouve aussi en maison, enfin magasin d'art plastique, chez Cultura vous en trouvez, chez Graphigro, chez Rouget Pied, sinon sur internet ça se trouve assez facilement. Green Stuff World vend ça aussi sur son site, mais je pense que bon, sur Amazon il suffit de taper pinceau silicone, ça doit pouvoir se trouver. Pinceau gomme, ouais, ça a différents noms. Pinceau gomme, c'est aussi. C'est pas vraiment dans les outils de peinture, c'est plutôt dans les outils de modelage qu'il faut chercher ça. Donc voilà, donc ça c'est encore des outils. Et ensuite, je crois qu'on a fait le tour. Après, c'est des outils secondaires, donc un poinçon qui peut servir aussi pour faire certains détails. Donc c'est un poinçon, voilà, ça peut être une aiguille à tricoter un peu fine, ou alors une grosse aiguille de couture de bourrelier, par exemple pour le cuir, qui peut servir. Et puis voilà, donc un autre outil qui peut être utile aussi, c'est la lame plate. Donc ça c'est un peu plus compliqué à trouver parce que c'est pas forcément très courant, mais bon ça peut être, moi avant d'utiliser celle-ci, j'utilisais simplement une spatule de peinture en fait, une spatule même de cuisinier en fait, donc ça peut fonctionner, il suffit que ce soit pas trop épais, je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi on s'en sert. Voilà. L'autre objet qui peut servir aussi c'est simplement de la carte plastique, on va voir que ça s'avère très utile en fait, pour notamment faire les sangles sur les bâches roulées. Donc voilà. Donc à partir de là, en fait, on peut commencer. L'essentiel, c'est d'avoir un kit, bien sûr, sur lequel vous allez modeler directement vos bâches. Même si on peut faire ça à part sur un plan de travail et puis les adapter, mais le problème, c'est que ça va être sur des surfaces plates qui vont pas être forcément avoir forcément les courbes de votre blindé. Là, par exemple, on va commencer par mettre un paquetage sur cette partie du garde-boue, en fait, comme on le voit sur de nombreuses photos d'archives. En fait, on voit que les Altrac avaient souvent les garde-boue et l'avant du véhicule surchargé. Donc voilà. Donc là, on va commencer à travailler avec la pâte Tamiya. Donc, on va lui donner une forme qui va être à peu près au gabarit du garde-boue. Donc voilà, là on a à peu près une forme qui est correcte. Donc en fait tout simplement, là je vais vous montrer ce qui est le plus simple à faire en fait, sans vouloir s'amuser à rouler une espèce de pâte qu'on aurait étalée. En fait avec ça déjà on peut arriver à faire quelque chose de sympa. Donc il suffit d'appliquer. Donc l'adhérence est assez rapide parce qu'en fait le mastic est assez collant. Pas trop sur les doigts, mais comme vous le voyez ici. Donc voilà. Bon, on voit qu'il y a encore des traces d'empreintes de doigts, donc on peut les lisser donc au doigt comme ça. On peut mouiller le doigt pour que ça glisse plus facilement. Voilà. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, on a à peu près défini la taille de notre bâche roulée qui va être sur le garde-boue. Donc là, j'essaye de les tirer en fait, parce qu'en fait sur cette maquette-là, on a la chance d'avoir les œillets de fixation qui sont déjà moulés sur le plastique, donc on sait à peu près où vont être les sangles. Maintenant, après, sur certains véhicules où ça n'existe pas, ou ça peut être simplement entreposé et non pas attaché sur le véhicule, on peut faire les sangles n'importe où. Donc là en l'occurrence on va commencer par les sangles et c'est là où on va s'apercevoir que la carte plastique est vachement utile et que c'est un outil banal et très simple en fait. C'est qu'en fait on va tracer directement en fait le début de la sangle dans la surface du mastic qui est encore molle. Donc voilà. En partant des œillets de fixation. Là c'est juste en fait pour montrer l'emplacement des sangles de fixation. Donc voilà. Donc on voit que bon ça c'est des choses qui pourront se rattraper par la suite. Et donc le second outil qui est le plus simple, je disais tout à l'heure, donc le cure-dent. Voilà. Et avec le cure-dent, donc on va créer les plis en fait. Ce qui est intéressant justement sur ce type d'accessoires à faire soi-même, c'est qu'on peut vraiment personnaliser ces modèles en faisant ses propres bâches, ses propres accessoires. Donc en fait, simplement, on va créer des plis, donc de manière un peu aléatoire pour commencer. Donc on va créer, en appuyant le cure-dent à différents endroits, des plis. Ici, hop, hop, hop.
Bon, pour l'instant, c'est assez grossier. On va voir qu'on va affiner le travail au fur et à mesure. Et donc, voilà. Donc à partir de là, donc, on a déjà un mouvement de plis. Sachant qu'au niveau justement des sangles, souvent il y a plus de plis. Donc en fait, avec la pointe du cure-dent, on va faire des plis un peu plus prononcés juste à la limite de la sangle. Voilà. Hop là. Alors si le cure-dent colle un peu trop, on peut le mouiller. Voilà. Ici, c'est pas facile parce que forcément à la maison, j'ai pas une caméra qui me filme. Mais voilà. Ça peut être de notre faute, tu vois. Non, c'est juste pour montrer, pour que ce soit le plus clairement visible pour chacun, parce que là je vois qu'à l'écran, par exemple, là c'est peut-être plus visible comme ça, voilà. Donc on voit qu'on peut faire des creux assez profonds, sans hésiter, hop. Voilà. On peut lisser l'intérieur des creux en tirant le cure-dent vers l'arrière, par exemple, voilà. Je vais le faire ici pour que ce soit bien visible, voilà. Voilà. Je vais remouiller le cure-dent un petit peu. Voilà. Je vais faire les derniers ici. Hop. Voilà. Je vais retourner comme ça pour faire ce pratique. Voilà. Donc là on a une série de plis en creux, on peut accentuer, les allonger un petit peu. Voilà. Après on peut affiner ce travail en fait avec la lame de cutter ou la lame X-Acto. Donc là je vais la nettoyer parce qu'elle est encore pleine de mastic. Je la nettoie simplement pour qu'en fait le mastic terminal n'adhère pas sur la lame qui serait sale. À peu près propre. Donc simplement en fait on va continuer le travail en fait en accentuant les sangles, donc en creusant chaque côté de la sangle, comme ceci, donc en faisant rouler la lame hop, sur le mastic. Hop là. On va creuser un petit peu. Et ici de la même façon, comme ça. On va creuser de chaque côté. Un peu autour. Voilà. Donc là encore, avec la lame, on peut faire le bord d'une bâche qui serait roulée autour. Donc en fait, on va creuser ici. On va mouiller la lame de temps en temps. On va creuser. Donc l'idéal, c'est de le faire en continu. Hop. Ici, je vais le faire en retour sur le côté, sur les bords. Donc, je vais le faire à l'envers ici. Hop. On va le faire ici. Ici c'est très visible. Donc voilà, donc on ouvre un petit peu le mastic ici pour créer le retour. Voilà. On va recréer un deuxième retour. Voilà. Ça c'est des choses qu'on peut retravailler après un petit peu avec. On va creuser un petit peu avec le cure-dent. On va pouvoir refaire des contre-plis à l'intérieur. Ici. On va faire rouler aussi le cure-dent sur le bord du mastic. Là aussi, on va
va réaplatir un petit peu cette partie-là. Hop là. Voilà. Ici, on va réouvrir un petit peu. On est un peu plus. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Voilà, donc je fais ressortir la coupure qu'on a fait précédemment. Je la rabats un petit peu sur le bas. Voilà. Et là sur le fond. C'est un peu moins visible et un peu moins accessible, mais bon voilà. C'est green stuff. C'est green stuff. Donc voilà. J'affine un petit peu le travail ici. Donc voilà, déjà là on a quelque chose qui ressemble à une bâche par rapport à tout à l'heure le morceau de mastic qu'on a simplement posé sur la caisse. Donc voilà, déjà à partir de là, vous pouvez facilement donc, faire ce type d'accessoire sans problème. Enfin, sans trop de problème. Voilà. Maintenant, donc on va essayer de faire la même chose avec une autre façon de faire avec la pâte en millipute. Donc on va faire d'autres accessoires. Donc je vais déplacer un petit peu mes outils là, qui vont me gêner. Donc ici on va essayer de faire une bâche roulée mais carrément avec une espèce de pâte. Donc ce que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, donc qui va nous permettre d'étaler notamment le millipute, c'est du talc que je dois avoir à côté du rouleau de... Non, ouais. Du talc bébé Cadom. Donc voilà, hein, ça nous rappelle notre jeunesse. Alors simplement en fait, le talc est utilisé en fait sur le millipute et le Magic Sculpt. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne marchera pas avec le Tamiya par exemple. Donc en fait pour ces deux mastiques là, en fait, pour éviter que ça adhère sur la surface sur laquelle vous allez rouler votre pâte époxy, en fait le talc fonctionne très bien. Donc, il suffit d'en étaler un petit peu. Voilà. Étaler sur votre plan de travail. Donc, voilà, exactement. On va préparer une pizza. Donc, j'en mets également sur mes mains de façon à ce que ça n'adhère pas sur mes doigts. Donc voilà, donc après, moi je le fais voilà, de façon à ce qu'il soit recouvert de talc et qu'il n'adhère plus. Donc là, on voit qu'il n'adhère plus du tout. Donc ensuite, on roule comme une pâte brisée, une pâte feuilletée. Donc, je parlais tout à l'heure du marqueur, merci. Ça peut être une bouteille de bière qui traîne à côté de vous, hein. Ça peut être comme par hasard, voilà. Mais ça peut être n'importe quel outil, hein. J'ai cet outil-là tout simplement, je vais vous dire pourquoi, j'ai oublié mon rouleau à pâtisserie. Voilà, il y a des rouleaux à pâtisserie qui sont vachement bien, qui sont anti-adhésifs, donc qui fonctionnent très bien. Donc là, on voit que j'étale un petit peu de talc sur le feutre. Voilà, bon, c'est tout simplement pour rouler la pâte. Donc là, on la décolle, hop, hop, et on va faire une pâte, enfin une section. Donc, voilà. Bon, une flamme cuche. Donc en fait le seul souci en fait qu'on va rencontrer avec le millipute et avec le Magic Sculpt, le AB Putty je ne l'ai pas encore vraiment testé donc je ne peux pas vraiment parler, mais donc le Magic Sculpt et le millipute pardon, c'est qu'en fait on voit que ça craquelle sur les bords en fait. En fait c'est la pâte simplement qui voilà c'est pas dû au talc, hein, c'est-à-dire que j'aurais étalé sans talc ça aurait été la même chose.
Donc c'est un peu le côté négatif en fait du mini-put par rapport, et de la V-putti par rapport au Tamiya, c'est-à-dire sur le Tamiya et sur le Duro, on n'a pas ce genre de problème. C'est-à-dire que là, je vais être obligé de recouper pour enlever cette partie-là qui n'est pas très belle, à moins de vouloir faire un pactage ou quelque chose qui soit déchiré. Donc là, on va s'apercevoir que cette lame dont je parlais tout à l'heure est très utile, parce qu'en fait, ça permet d'aller droit sans être obligé d'utiliser une règle ou quoi que ce soit. Donc il suffit de trancher dans le vif, hop, voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. On va faire la même chose au bout. Et ici. Voilà. Donc là, on a une belle section qui est bien homogène, donc rectangulaire. Et après, bah, en fait, c'est simple comme bonjour, c'est-à-dire qu'on a juste à la rouler. Donc moi, je vais la rouler plutôt aplatie, c'est-à-dire je vais rabattre une section assez large, donc sur le reste. Et puis on va avancer comme ça en soulevant, hop, avec le ici, hop. Oui. Les dimensions, c'est au coup d'œil ou... Oui, voilà, après on a l'habitude en fonction, et puis bon, après moi j'utilise notamment le cutting mate en fait pour me donner des repères au niveau de la dimension. Là en l'occurrence ça peut être, après une bâche peut être repliée en 4, donc on peut vraiment se laisser aller. Après sur les sacs de couchage par exemple, on prend la taille d'une figurine en fait et on fait un sac de couchage qui est à peu près de la largeur et de ce qu'on peut avoir dans la réalité. Il faut s'inspirer de la réalité. Après, comme je disais aussi sur mes autres démonstrations, c'est qu'en fait les recherches iconographiques, la recherche des accessoires tels qu'ils existaient permet aussi d'affiner le travail et de faire des trucs plus précis. Dans ce que j'ai fait tourner tout à l'heure, on voyait qu'il y avait les sacoches notamment américaines, et ça, bon, c'est des choses qui se font d'après photo en fait. Là, comme on est sur du pactage basique en fait de véhicules en fait, donc il n'y a pas beaucoup d'importance. Donc on voit ici que sur le côté on a déjà l'effet d'enroulement en fait de la bâche en l'occurrence. Donc voilà, donc ça, donc pour l'instant, juste une fois que c'est roulé, on peut l'installer sur le véhicule. Donc je vais le mettre par exemple ici à l'avant, dans un endroit un petit peu complexe. Bon, on imagine bien sûr qu'on fera après d'autres accessoires. Donc on peut l'appuyer avec le doigt comme ça. Et puis après là on va utiliser d'autres outils. On va utiliser l'outil conique et l'outil courbe en fait. Donc on se croirait dans Photoshop, mais c'est presque ça. Donc simplement pour après sculpter et donner de la matière à la surface en fait. Donc voilà, c'est deux outils. Juste une question. Oui. Pour en revenir au premier montage, oui. là, il reste en position jusqu'à séchage définitif. Voilà, ouais, tout à fait, oui. C'est ce que j'ai pas précisé, c'est qu'une fois qu'on l'a terminé, on peut le laisser sur place en fait jusqu'à séchage définitif, et une fois qu'il est sec, en fait, il suffit de le faire sauter en passant une lame sur le côté. En fait, ça va être, ça adhère pas mal, mais si c'est une surface plastique, il n'y a aucun souci, ou sur de la résine, il n'y a aucun souci. Voilà, ça n'attache pas. Sur du carton, des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué à détacher, mais sur ce type de produit, il n'y a pas de souci. Donc, on abandonne le cure-dent et on va revenir donc sur les outils. Donc là, avec l'outil rond, en fait, simplement on va presser la surface en fait pour créer des plis, et en même temps pour appuyer l'accessoire en fait là où on veut le placer, donc en lui donnant la forme de l'endroit où il se trouve en fait pour vraiment le modeler à la surface. Donc voilà. En même temps, on peut créer donc des petits plis déjà avec cet outil-là. Donc voilà. On peut tirer les bords de façon à donner voilà, un peu plus de réalisme. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va créer donc les zones de passage des sangles. Alors on peut utiliser, je disais, la carte plastique en fait, bon, là je lui ai donné une forme qui est assez pratique parce qu'on peut faire des surfaces assez longues ou des surfaces plus courtes en fait suivant la partie qu'on utilise. On peut aussi utiliser un réglé métallique, là c'est ce qu'on va utiliser en l'occurrence, donc dont l'épaisseur en fait est de l'ordre du demi-millimètre. Donc
on va pouvoir créer, hop, en appuyant dessus, en faisant tourner autour de la forme, donc les sangles. Donc qui attachent. Donc là, ça serait simplement une bâche qui serait roulée et qui aurait été entreposée, donc qui n'est pas du tout attachée sur le véhicule, mais qui est juste entreposée sur l'avant du véhicule. Donc là, on a déjà un bon marquage en fait des plis, en fait, et notamment des passages des sangles. Et ensuite, donc avec l'outil conique, on va faire les plis en fait dus au serrage en fait de la sangle autour du tissu. Donc en fait, là, on va creuser tout autour. Alors, après, ce sera à vous de trouver en fait le côté trop exagéré ou suffisant. En fait, ça c'est une question de dosage à vue. En fait, je dirais, c'est un peu à chacun de voir s'il veut mettre beaucoup de plis sur sa bâche ou peu. Donc voilà, donc on peut faire des plis. Alors souvent les plis sont les uns à côté des autres en étoile sur ce type de bâche, enfin de tissu plus exactement. Voilà. Et voilà. Et donc ici, on peut dire déjà qu'on est presque, le travail est presque achevé. Alors, on voit, je ne sais pas si on voit en macro là, en fait que le milliput, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, a fâcheuse tendance à craqueler en fait. Donc l'avantage c'est qu'il est, il est perméable à l'eau. Et donc en fait il suffit d'avoir un pinceau humide trempé dans l'eau simplement pour, après on va pouvoir lisser et on va pouvoir récupérer un petit peu les petites fissures qui auraient pu se créer à la surface en simplement passant un pinceau. Bon ici sur le bord je ne suis pas sûr de les récupérer. Hop. Donc, là, voilà. Bon, sachant que le milliput, comme le Tamiya, ont l'avantage de pouvoir être poncés après, une fois qu'ils sont secs. Donc si on a des irrégularités, des défauts de surface, on peut éventuellement les poncer a posteriori sans problème. Sur le Magic Sculpt, c'est la même chose. Par contre, sur le Duro, une fois qu'il est dur, en fait, sa surface, on ne peut pas la poncer parce qu'il reste, on va pas dire souple, mais un peu élastique. On ne peut pas l'étirer vraiment, mais la surface n'est pas, on ne peut pas la retravailler a posteriori. Donc il faut prendre ça aussi en compte. Donc là je retravaille un peu les surfaces pour effacer un petit peu les craquelures du milliput. Plus vous allez mouiller le milliput et plus il va se diluer. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, si vous laissez une boule de milliput dans l'eau et que vous pouvez la diluer complètement en fait. Donc il faut faire attention de ne pas mettre trop d'eau non plus. Ça peut être un moyen aussi de retarder en fait le durcissement de la pâte. Donc si vous avez trop de pâte au départ en fait, et que vous mettez plus de temps que prévu, vous avez préparé une grosse boule de milliput, vous pouvez l'humidifier un petit peu pour lui redonner un petit peu de souplesse en fait. Chose que vous ne pouvez pas faire avec le Tamiya. Donc voilà, là on a une bâche qui est quasiment terminée. Donc, voilà deux façons de faire des pactages. Alors pour revenir, si vous achetez du Tamiya et que vous voulez faire une bâche roulée comme on vient de le faire avec le milliput, c'est très simple, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre du talc sur votre plan de travail, vous utilisez de l'eau, en fait, vous mettez de l'eau et en fait ça empêche l'adhérence. Sinon il y a un truc qui est encore plus simple et plus efficace. Est-ce que tu peux me passer le papier sulfurisé s'il te plaît, qui est au fond. Voilà. Donc on est toujours dans l'univers de la cuisine, hein, c'est de la pâte. Hein. Et en fait c'est le papier sulfurisé. Donc papier sulfurisé donc pour les pâtes, voilà, les tartes, etc. Pardon. Donc je fais de la pub pour Carrefour. Voilà. Le papier cuisson. Tu peux cacher Carrefour s'il te plaît? Oui. Papier. C'est une blague. Non, mais le papier cuisson, donc en fait, donc ça c'est vraiment magique parce qu'en fait, le Duro comme le Tamiya en fait n'adhère pas du tout dessus. Donc en fait, on va, pardon pour le bruit, on va faire ça. Donc mon plan de travail
Hop. On va se refaire une petite boulette de Tamiya. Le lissage de la pâte au pinceau gomme, sans mettre d'eau. Au quoi? Au pinceau gomme. Oui, ah oui, oui, Faire on directement peut et lisser faire la aussi. finition, l'aspect fini. Il ne faut juste pas tirer sur le pinceau gomme. Mm. Il faut prendre l'habitude de faire rouler le pinceau gomme sur la surface et ça va faire le lisser avec la finition sans reprise, sans ponçage. Il faut juste faire rouler le pinceau gomme dessus et ça fait, il n'y a pas besoin de mouiller. On mène directement la finition. C'est bien, un bon complément. Il ne faut pas tirer. Si tu tires, ça fait des creux. Ça fait des creux, ça Voilà. déchire comme les petits angles. En figurine, tu fais un geste, tu verras, c'est expliqué, n'est-ce pas? En roulant, comme ça, le roulé va faire disparaître et ça se fait, la finition, elle est directe. Sans avoir besoin de reponcer, parce que dans les petits plis ou dans les angles, le ponçage c'est difficile, alors qu'avec le pinceau gomme, juste en faisant rouler ou en appuyant avec le dos du pinceau gomme, tu as directement l'aspect fini. Donc là, on repart sur la. Donc là, c'est pareil en fait. Donc on a notre boule qui est prête. Donc il suffit de la mettre sur le papier sulfurisé. Hein. Ça ne colle pas du tout, ça n'adhère pas du tout. Voilà. Donc je l'aplatis déjà un petit peu. De refermer le papier sulfurisé, aplatir comme ça. De rouler, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, pas besoin de tache ou quoi que ce soit. Ça reste propre, c'est même moins adhérent que l'eau. L'eau en fait n'empêche pas l'adhérence sur le plan de travail, donc du coup le papier sulfurisé c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Hop. Ça peut très bien marcher aussi avec le milliboot. Avec le milliboot, ça peut très bien marcher. J'ai pas essayé. Non, le milliput je le travaille qu'avec le talc. À vrai dire ça marche peut-être avec, je sais pas. À voir. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas de souci pour le décoller. Hop, j'ai parlé trop vite. Je l'ai fait trop fin sur les bords, du coup, pour le décoller. Ouais, ben voilà. Il faut savoir aussi que le mastic Tamiya, en fait, lorsqu'on vient juste de le mélanger, en fait, il est très collant, en fait. Et en général, il est bien de le travailler près un quart d'heure, une demi-heure, en fait, de façon à ce qu'il soit moins adhérent. Bref, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'ici, on n'a pas du tout, comme tout à l'heure avec le milliput, en fait, on n'a pas du tout de craquellement sur les bords de la pâte étalée en fait, hein, contrairement au milliput. Donc voilà. Donc dans l'absolu là, il faudrait attendre un petit peu pour pouvoir le travailler parce que là il est encore trop collant. Donc là on va faire une petite bâche. Il colle bien sur la lame. Je vais mouiller la lame. Hop. Voilà. Donc là pareil. Donc, mouiller les doigts. Hop. Pour le manipuler, ce sera plus simple. Donc, on repart sur une petite bâche qu'on va plier en deux. De manière un petit peu grossière, ça déborde un peu de chaque côté, comme ici. On va replier en soulevant, voilà. Ici. Hop. Donc on a déjà une bâche qui peut être juste posée sur notre véhicule. Donc on va la poser à cheval ici. Donc là on la pose juste comme ça et on va utiliser justement les pinceaux gomme. Je le mouille un petit peu donc pour faire adhérer la pâte sur les reliefs. On voit qu'en même temps on peut créer déjà des plis
là, je la fais descendre sur l'avant. Hop. Donc avec le dos le plus arrondi, la partie la plus arrondie, on peut créer des plis plutôt doux. Et avec la partie donc, qui est en poinçon et qui est plutôt à angle droit, enfin, avec un angle plus acéré, en fait on peut créer des creux plus marqués en fait. Donc c'est pour ça que j'utilise cet outil, je privilégie cet outil, enfin, cette forme de pointe, parce qu'on peut vraiment faire deux types de plis assez facilement. Donc comme la gomme est assez souple, en fait ça ne marque pas la surface, c'est ce que disait mon collègue tout à l'heure. Donc en fait on peut vraiment effectivement lisser les surfaces, on peut le problème du cure-dent en fait souvent que l'on peut rencontrer, c'est que la surface quand même du bois a des micro détails qui sont des fois reportés sur le mastic, et donc des fois c'est pas très très joli. Donc c'est vrai que les outils soit en métal, soit en gomme sont vraiment hyper pratiques. L'avantage de la gomme, c'est que c'est souple, donc en fait ça marque moins que le métal en fait. Donc voilà. Donc là c'est juste une bâche, enfin ou un carré de bâche qui était juste posé sur l'avant du véhicule. Mais vous pouvez voir donc justement qu'on peut vraiment l'adapter à n'importe quelle forme, c'est vraiment très très souple. Donc on peut vraiment faire des effets d'entretien d'un véhicule avec des bâches dépliées, à moitié repliées, etc. Donc c'est un autre moyen de faire des accessoires aussi, donc avec cet outil-là. Et ensuite, autre chose qu'on peut faire, donc pour compléter les paquetages et les bâches qu'on fait, on peut s'amuser à faire les boucles, en fait. Donc les boucles, c'est pareil, en fait, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va étaler notre passe. Donc là je l'étale au doigt, mais je vais finir par utiliser mon marqueur. Voilà. Voilà. On va le décoller avec la lame plate. Bien sûr. J'ai un peu moins. Voilà. Donc on a cette petite languette pour avoir un morceau de pâte donc assez fin. Donc ensuite, avec une lame X-Acto en fait, ou une lame de cutter, hein, je vais couper des petites sections. Hop, je vais enlever cette partie-là qui me gêne. Donc des petites sections. Voilà. Donc, je vais essayer d'en faire plusieurs. Voilà. Alors aussi, leur taille, c'est une question d'habitude. Moi, donc il faut qu'elle soit à peu près de la même largeur que les sangles que vous avez marquées sur vos bâches, bien sûr, pour que ce soit logique. Donc voilà, on en a 3. Donc je vais montrer, donc la première chose, c'est de la prendre, en fait, moi je la prends avec la pointe du cutter. Ouais. Donc je vais aller la déplacer et l'amener sur le véhicule et sur la bâche qu'on a fait. Donc l'idéal c'est de travailler dans le frais, c'est-à-dire que le mastic précédent n'est pas encore durci. Et donc vous déposez votre sangle, hop. Donc voilà. Donc là, en faisant attention que la partie que vous allez utiliser ne soit pas collée sur le reste. Donc, et ensuite vous ramenez cette partie-là, hop. Alors ça c'est un geste un peu technique qui n'est pas forcément facile à... Mais ça sera avec l'expérience que vous allez l'acquérir. Donc en fait on replie le petit bout du mastic. Hop. Bon là forcément j'arrive pas à le faire parce que je travaille pas comme ça à la maison.
on arrive à faire comme ça une boucle. J'espère qu'on la voit là, ici, à la pointe, voilà. Donc avec un petit morceau qui reste et donc qui fait le reste de la sangle en fait qui s'en va. Donc après on peut aller plus loin en marquant les boucles, la partie métallique de la boucle à l'intérieur, mais bon là c'est peut-être un détail qui est peut-être un peu plus compliqué. On peut s'amuser également à faire carrément la boucle en métal avec du fil de cuivre par exemple, etc. qu'on va venir déposer autour pour compléter, pour être de plus en plus précis, quoi. On va refaire une deuxième boucle ici. Et après, ça serait terminé. Ouais. Donc on va poser ici, hop, de la même manière. Je vais recourber donc avec la pointe. Voilà. Et voilà, donc là je la laisse pendre un petit peu puisqu'on est sur une partie qui est un peu plus verticale. Donc en fait, on a la boucle ici qui est formée et on a le reste de la sangle qui pendouille un petit peu sur le côté. Donc voilà, en quelques minutes en fait, exposer la façon de faire les bâches d'une manière assez simple. J'espère que vous avez suivi, enfin compris le principe. Après c'est une question de pratique et d'entraînement et de trouver la bonne consistance du mastic. Donc pour revenir sur le Tamiya, je vous disais tout à l'heure qu'il était utilisable pendant une heure et demie à peu près. Moi je prépare mes petites boules et je le laisse reposer pendant à peu près un quart d'heure, une demi-heure avant de véritablement le travailler, de façon à ce qu'il soit moins adhérent et qu'il soit moins souple aussi. Il va durcir, mais il va garder encore une certaine souplesse pendant... donc je disais jusqu'à une heure et demie on peut le travailler facilement et donc on peut le travailler de la même manière sans qu'il soit aussi souple que là. Donc tout dépend de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut reproduire comme effet. Donc voilà, vous avez vu que le mini-put a aussi des avantages, des inconvénients. Donc voilà, pour le Duro, c'est un peu le même principe qu'avec le Tamiya, donc le premier mastic, mais avec ce petit souci de... une fois qu'il est dur, c'est-à-dire qu'on ne peut plus du tout le travailler. Donc il ne faut vraiment pas se rater, il faut que vraiment il soit lissé, qu'il soit nickel, nickel une fois qu'il est déjà posé, quoi. Voilà. Voilà, merci à tous. À la prochaine fois, alors merci.